La science du yoga, de l'humain au divin, de I.K. Taimni. Préface. Un grand nombre de personnes qui réfléchissent à la fois en Orient et en Occident sont authentiquement intéressées par la question du yoga. C'est naturel car l'homme qui a commencé à examiner la vie et ses problèmes les plus profonds désire quelque chose de plus précis et de plus valable pour ses besoins spirituels que la simple promesse de joie céleste ou de vie éternelle lorsqu'il quitte cette vie courte et fiévreuse passée sur cette planète. Ceux qui ont perdu la foi dans l'idéal offert par les religions orthodoxes et qui sentent cependant que leur vie n'est pas un phénomène de la nature sans signification et passager, se tournent tous spontanément vers la philosophie du yoga pour la solution des problèmes qui sont en liaison avec leur vie intérieure. Les gens qui entreprennent l'étude du yoga avec l'intention de trouver une solution plus satisfaisante à ces problèmes rencontreront probablement une sérieuse difficulté. Ils peuvent trouver la philosophie intéressante et même fascinante, mais beaucoup trop enveloppée de mystères et de confusion pour être d'une valeur pratique réelle dans la vie. Car il n'y a pas de sujet qui soit aussi enveloppé de mystères et sur lequel on peut écrire tout ce que l'on veut sans courir le risque qu'on nous montre qu'on est dans l'erreur. Jusqu'à un certain point, cette atmosphère de mystère et d'obscurité qui entoure le yoga est due à la nature même du sujet. La philosophie du yoga étudie certains des mystères les plus grands de la vie et de l'univers, aussi doit-il être associé inévitablement à une atmosphère de profond mystère. Mais une grande partie de l'obscurité de la littérature yogique est due non à la profondeur intrinsèque du sujet, mais au manque de corrélation entre ses enseignements et les faits avec lesquels un homme ayant reçu une éducation ordinaire est censé être familiarisé. Si les doctrines du yoga sont étudiées à la lumière à la fois de la pensée antique et de la pensée moderne, il est beaucoup plus facile pour l'étudiant de les comprendre et de les apprécier. Les découvertes faites dans le domaine de la science sont d'un grand secours pour mettre l'étudiant à même de comprendre certains faits de la vie du yoga, car il y a une relation d'analogie certaine entre les lois de la vie supérieure et la vie telle qu'elle existe sur le plan physique, une relation suggérée par la maxime occulte bien connue. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Certains instructeurs de yoga ont tenté de faire face à cette difficulté en extrayant de la philosophie et de la technique du yoga ces pratiques particulières qui sont faciles à comprendre et à appliquer, en les plaçant devant le public général comme des enseignements de yoga. Beaucoup de ces pratiques comme les asanas, le pranayama, etc., sont de nature purement physique et, lorsqu'elles sont dissociées des enseignements plus élevés et plus essentiels du yoga, réduisent leur système à une science de culture physique qui peut aller avec les autres systèmes de nature semblable. Cette simplification excessive du problème de la vie du yoga, quoiqu'elle ait fait quelques biens et aidé certaines personnes à vivre une vie physique plus saine, a grandement vulgarisé le mouvement pour la culture yogique et produit une fausse impression, spécialement en Occident, au sujet du but et des techniques réelles du yoga. Ce dont on a besoin est donc, pour l'étudiant moyen du yoga, d'une présentation claire et intelligible de sa philosophie et de sa technique qui donne une idée correcte et équilibrée de tous ces aspects en termes de pensée moderne. Car il est vrai que bien des aspects de la vie yogique sont au-delà de la compréhension de ceux qui sont enfermés dans le domaine de l'intellect. Cependant, la philosophie générale et les aspects les plus larges de sa technique peuvent être compris par l'étudiant sérieux, familiarisé avec les principaux courants de la pensée philosophique et religieuse, et disposé à tourner vers cette étude un mental ouvert et ardent. Du moins pourra-t-il comprendre cette philosophie suffisamment pour être à même de décider si elle mérite une étude plus profonde, et plus tard, l'entrée dans le sentier du yoga en tant que sadhaka. Car c'est lorsqu'il entre sur le sentier du yoga pratique et qu'il commence à produire des changements fondamentaux dans sa nature, qu'il peut espérer acquérir une connaissance réelle intérieure des problèmes du yoga et de leurs solutions. Le but de ce livre est de donner à l'étudiant sérieux du yoga une idée claire des enseignements fondamentaux du yoga, dans un langage qu'il puisse comprendre. Il ne présente pas le yoga sous un angle particulier ou sur la base d'une école particulière de philosophie. Ceux qui étudient le livre verront par eux-mêmes que cette science des sciences est trop large dans sa nature, trop profonde dans ses doctrines pour s'adapter au cadre d'une philosophie particulière, qu'elle soit antique ou moderne. Elle se présente par elle-même comme une science fondée sur les lois éternelles de la vie supérieure et n'a besoin de l'appui d'aucune science ou d'aucun système philosophique pour soutenir sa prétention. Ces vérités sont fondées sur les expériences et les expérimentations d'une ligne ininterrompue de mystiques, d'occultistes, de saints et de sages qui ont compris et qui portent témoignage à travers les âges.
Bien qu'une tentative ait été faite pour expliquer les enseignements du yoga sur une base rationnelle, afin que l'étudiant soit capable de les saisir aisément, on n'a rien cherché à prouver au sens ordinaire du terme. Les faits du yoga supérieur ne peuvent être ni prouvés ni démontrés, ils font appel non à l'intellect mais à l'intuition. Il y a une vaste littérature qui traite de tous les aspects et de tous les types de yoga, mais le débutant qui cherche à plonger dans cette masse chaotique risque de se sentir repoussé par la confusion et les déclarations exagérées qu'il rencontrera probablement partout. Autour d'un petit noyau d'enseignements fondamentaux et authentiques du yoga, s'est développée au cours des milliers d'années une masse de littérature fallacieuse, composée de commentaires, d'expositions, de systèmes mineurs de culture yogique et de pratiques tantriques. Tout étudiant sans expérience qui pénètre dans cette jungle sera probablement désorienté et en sortira avec le sentiment que sa poursuite de l'idéal du yoga risque d'être une perte de temps. L'étudiant fera donc bien de se borner à la littérature de base pour éviter la confusion et la frustration. Dans cette littérature de base du yoga, les Yoga Sutras de Patanjali se détachent comme le livre fondamental et le plus utile. Dans ces 196 sutras, l'auteur a condensé la philosophie essentielle et la technique du yoga d'une manière qui est une merveille d'exposition systématique. L'étudiant qui ouvre ce livre pour la première fois et ne le regarde que d'une façon superficielle pourra trouver son déroulement étrange et un peu incohérent, mais une étude plus attentive et plus profonde révélera la base rationnelle de cette façon de faire. Le sommaire qui suit montrera combien la composition en est rationnelle. La première section traite de la nature générale du yoga et de sa technique. Elle vise réellement à répondre à la question « Qu'est-ce que le yoga ?» Puisque le samadhi est la technique essentielle du yoga, il occupe naturellement la position la plus importante parmi les divers sujets dont il est traité dans cette section. Cette section est donc appelée Samadhipada. La première partie de la section 2 étudie la philosophie des kleshas et elle vise à donner une réponse à la question « Pourquoi devrait-on pratiquer le yoga ?» Elle donne une analyse magistrale des conditions de la vie humaine, de la misère et des souffrances inhérentes à ces conditions. La philosophie des kleshas doit être comprise d'une façon parfaite par toute personne qui veut fouler le sentier du yoga, avec la détermination inaltérable de persévérer, vie après vie, jusqu'au bout. La seconde partie de la section 2 traite des 5 premières pratiques de la technique yogique, que l'on appelle Bahiranga ou externe. Ces pratiques sont de nature préparatoire et visent à rendre le sadhaka apte à pratiquer le samadhi. Comme cette section veut adapter l'aspirant physiquement, mentalement, émotionnellement et moralement pour la pratique du yoga supérieur, elle est appelée Sadhanapada. La première partie de la section 3 étudie les 3 pratiques restantes de la technique du yoga qu'on appelle Antaraga ou interne. C'est au moyen de ces pratiques qui culminent dans le samadhi que tous les mystères de la vie yogique sont dévoilés, que tous les pouvoirs ou siddhis sont acquis. Et dans la seconde partie de cette section, ces réalisations sont discutées en détail et la section est par conséquent appelée Vibhuti-pada. Dans la 4e et dernière section sont exposés tous les problèmes essentiels, philosophiques, impliqués dans l'étude et la pratique du yoga. La nature du mental et de la perception mentale, du désir et de ses effets emprisonnants, de la libération et des résultats qui la suivent, sont tous traités d'une façon plus brève mais systématique pour permettre à l'étudiant d'avoir un arrière-plan approprié de connaissances théoriques. Puisque tous ces sujets sont reliés d'une façon ou d'une autre avec l'obtention de Kaivalya, la section est appelée Kaivalyapada. En raison de leur exposé très large et systématique du sujet, les Yoga Sutras sont le livre le plus adapté pour l'étude profonde et systématique du yoga. Dans les jours anciens, tous les étudiants du yoga devaient les confier à leur mémoire et méditer avec régularité et profondément sur les sutras pour en faire sortir le sens caché. Mais l'étudiant moderne, qui a été convaincu d'abord que l'étude et la pratique du yoga en valent la peine, a besoin d'un exposé plus détaillé et plus élaboré du sujet pour être mis à même d'en comprendre la philosophie dans son ensemble. Même à cette fin, les Yoga Sutras sont la base la plus appropriée, non seulement parce qu'ils donnent toute l'information essentielle au sujet du yoga d'une manière magistrale, mais aussi parce qu'ils sont reconnus comme un chef-d'œuvre de la littérature du yoga et qu'ils ont subi l'épreuve du temps et de l'expérience. C'est pour cette raison qu'on en a fait la base du présent ouvrage. Ce n'est pas, pour un auteur, une tâche facile que d'entreprendre d'écrire un commentaire sur un livre comme les Yoga Sutras. Il doit traiter d'un sujet d'une nature très profonde. Les idées qu'il doit interpréter sont données sous forme de sutras qui expriment l'art de condenser à ses limites extrêmes.
Les sutras sont formulés dans une langue ancienne qui, bien qu'extraordinairement efficace dans l'expression des idées philosophiques, peut se prêter à une variété extraordinaire d'interprétations. Et ce qui est plus important encore, c'est qu'on traite d'une science concernant des faits d'expérience humaine, et qu'il n'est pas possible, comme le fait le philosophe académique, de lâcher les rênes de son imagination et de se borner à avancer une interprétation théorique. Il faut montrer les choses au mieux de sa possibilité, telles qu'elles sont effectivement et non telles qu'elles devraient ou pourraient être. Gardant à l'esprit la possibilité des changements que le temps apporte toujours dans le sens des mots, il est extrêmement hasardeux d'interpréter les sutras de façon rigide selon leur sens littéral. Bien entendu, on ne peut pas prendre de liberté avec un livre comme les Yoga Sutras, qui a été écrit par un mental magistral dans une langue que l'on considère comme presque parfaite. Mais c'est une chose d'interpréter un sutra d'une manière libre et négligée, et c'en est une autre de confronter sa signification en tenant compte des faits d'expérience et des traditions admises au long des âges. La façon sensée, bien entendu, de tenir compte de tous les facteurs impliqués, en évitant spécialement les explications qui n'expliquent rien. Une autre difficulté en écrivant un commentaire en anglais est l'impossibilité de trouver les équivalents exacts de bien des mots sanscrits. Puisque la science du yoga a fleuri partout en Orient et que l'intérêt pour le yoga en Occident est d'origine récente, il n'y a pas dans les langues occidentales d'équivalent correspondant à bien des mots sanscrits, désignant des concepts philosophiques parfaitement définis. Et dans de nombreux cas, les mots occidentaux disponibles, qui ont une signification approchante, peuvent donner naissance à une impression absolument fausse. Pour éviter ce danger, les mots sanscrits ont été utilisés librement dans le commentaire lorsqu'un équivalent exact occidental n'était pas disponible. Mais pour faciliter une étude soigneuse du sujet, non seulement on donne le texte original en sanskrit dans chacun des sutras, mais aussi le sens littéral des mots sanscrits utilisés dans les sutras. Bien entendu, comme il a été indiqué ci-dessus, les équivalents exacts occidentaux de bien des mots sanscrits n'existent pas. Dans de tels cas, des significations qui ne sont qu'approximatives ont été données et l'on attend de l'étudiant qu'il trouve le sens exact des mots grâce aux commentaires. Le procédé ci-dessus lui permettra de juger par lui-même la mesure dans laquelle l'interprétation est en accord avec le sens littéral des mots employés dans le sutra et s'il y a eu divergence, à quel point cette divergence est injustifiée. Bien entendu, la justification finale de toute interprétation est sa conformité avec les faits d'expérience et, si cette sorte de vérification n'est pas possible, le bon sens et la raison doivent servir de guide. Celui qui cherche la vérité doit s'occuper particulièrement des faits et de la vérité sous-jacente aux différents sutras, et ne devrait pas se laisser entraîner à des controverses au sujet de la signification des mots. C'est un passe-temps qu'il peut laisser au simple érudit. L'étude rigoureuse des Yoga Sutras et la sorte de préparation et d'efforts qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé pourrait donner à l'étudiant l'impression que c'est une chose extrêmement difficile, sinon impossible, et au-delà de la capacité de l'aspirant ordinaire. Cette impression ne peut manquer de le décourager, et s'il ne pense pas profondément aux problèmes de la vie, s'il ne clarifie pas ses idées à leur sujet, cela peut le conduire à renoncer à s'embarquer dans cette aventure divine, ou à l'ajourner pour une vie future. Il ne peut y avoir aucun doute que la poursuite sérieuse de l'idéal du yoga est une tâche difficile et qu'elle ne peut être entreprise comme un simple passe-temps, ou pour trouver une évasion à la tension de la vie ordinaire. On ne peut l'entreprendre qu'en comprenant pleinement la nature de la vie humaine, la misère et la souffrance qui lui sont inhérentes, et ensuite, en voyant avec évidence que la seule façon de mettre fin à cette misère et à cette souffrance permanente est de trouver la vérité qui réside en nous, par la seule méthode possible, la discipline yogique. Il est également vrai qu'atteindre cet objectif est une affaire de longue durée et que l'aspirant devrait être préparé à consacrer un certain nombre de vies, autant de vies qu'il peut être nécessaire à le poursuivre, résolument et sans réserve. Personne ne peut savoir au commencement quelles sont ses potentialités, ni combien de temps sera nécessaire. On peut espérer le meilleur, mais on doit être préparé au pire. Ceux qui ne se sentent pas à la hauteur de cette tâche ne sont soumis à aucune obligation d'en faire l'essai immédiatement. Ils peuvent continuer l'étude théorique du yoga, penser constamment aux problèmes les plus profonds de la vie, essayer de purifier leur mental et de renforcer leur caractère, jusqu'à ce que leur pouvoir de discernement soit devenu suffisamment fort pour les rendre capables de percer à jour les illusions ordinaires et de voir la vie dans sa réalité nue. En fait, c'est là le but du Kriya Yoga auquel Patanjali fait allusion au commencement de la section 2. Quand les yeux intérieurs du véritable discernement commencent à s'ouvrir du fait de la pratique du Kriya Yoga,
on cesse de se demander si l'on est assez fort pour entreprendre ce voyage long et difficile vers sa véritable patrie. Alors rien ne sera capable d'arrêter l'aspirant. C'est de tout cœur qu'il se consacrera naturellement à cette tâche ardue mais sacrée. Ce qui importe, c'est de faire un commencement précis à un moment donné, aussi vite que possible, maintenant. Dès qu'un tel commencement est fait, des forces se rassemblent autour du centre de cet effort et elles emportent l'aspirant vers son but, d'abord lentement, puis avec une vitesse accrue, jusqu'à ce qu'il soit si absorbé dans la poursuite de son idéal que le temps et la distance cessent d'importer pour lui. Et un jour, il trouve qu'il a atteint son but et il regarde en arrière avec une sorte d'émerveillement. Le long et ennuyeux voyage qu'il a achevé dans le domaine du temps, tandis qu'en permanence il vivait dans l'éternel. Samadhipada, Sutra 1. Maintenant, une exposition du yoga va être faite. Généralement, un traité de cette nature en sanskrit commence par un sutra qui donne une idée concernant la nature de l'entreprise. Le présent traité est une exposition du yoga. L'auteur n'a pas la prétention d'être l'inventeur de cette science, mais simplement un exposant qui a essayé de condenser, en un petit nombre de sutras, toute la connaissance essentielle concernant la science qu'un étudiant ou aspirant devrait posséder. On sait très peu de choses sur Patanjali. Bien que nous n'ayons pas d'informations le concernant qu'on puisse dire définitivement historique, cependant, selon une tradition occulte, c'était lui qui fut connu comme Govinda Yogi et qui initia Shankaracharya dans la science du yoga. D'après la manière magistrale de son exposé du yoga dans les Yoga Sutras, il est évident que c'était un yogi d'un très haut niveau, qui avait une connaissance personnelle de tous les aspects du yoga, y compris sa technique pratique. Comme la méthode d'exposer un sujet sous forme de sutra est étrange et généralement peu familière aux étudiants occidentaux qui ne connaissent pas le sanskrit, il ne serait peut-être pas hors de propos de dire ici quelques mots sur cette méthode classique, adoptée par les anciens sages et les savants dans leur exposé de quelques-uns des sujets les plus importants. Le mot sutram en sanskrit signifie un fil, et en ce sens primaire a donné naissance à un sens secondaire de sutram en tant qu'aphorisme. Tout comme un fil relie ensemble les graines d'un rosaire, de la même façon la continuité sous-jacente d'une idée relie ensemble, dans leurs grandes lignes, les aspects essentiels d'un sujet. Les caractéristiques les plus importantes de cette méthode sont une condensation extrême, consistant en une exposition claire de tous les aspects essentiels, et une continuité du thème sous-jacent en dépit de la discontinuité apparente des idées présentées. Cette dernière caractéristique mérite d'être notée parce que l'effort pour découvrir le fil caché du raisonnement, sous ces idées en apparence décousues, fournit très souvent la piste qui permet de saisir le sens de bien des sutras. On devrait se rappeler que cette méthode d'exposition prévalait à une époque où l'imprimerie était inconnue et où la plus grande partie des traités importants devaient être conservés dans la mémoire de l'étudiant. D'où la nécessité de condenser au maximum. Rien d'essentiel n'était laissé de côté, mais tout ce que l'étudiant était supposé savoir déjà, ou qu'il pouvait facilement déduire du contexte, était écarté sans merci. Par une étude attentive, l'étudiant trouvera la masse prodigieuse de connaissances théoriques et pratiques que l'auteur s'est arrangé pour incorporer dans ce très petit traité. Tout ce qui est nécessaire à la compréhension correcte du sujet a été donné à un endroit ou à un autre sous forme squelettique. Mais le corps du savoir requis doit être extrait, préparé de façon correcte, mâché et digéré, avant que le sujet puisse être compris d'une façon complète dans sa totalité. La méthode d'exposition des sutras peut apparaître à l'étudiant moderne inutilement obscure et difficile, mais s'il se donne la peine de maîtriser le sujet, il comprendra sa supériorité vis-à-vis de toutes les méthodes modernes et de présentation trop faciles. La nécessité de lutter avec les mots et les idées, de creuser leur sens caché, assure une assimilation très complète de la connaissance et développe d'une façon simultanée les pouvoirs et les facultés du mental, spécialement cette capacité importante et indispensable de creuser dans son propre mental pour en extraire la connaissance enfouie dans ses profondeurs. Mais tandis que cette méthode d'exposition est très efficace, elle a aussi des contreparties. Le principal inconvénient est la difficulté que l'étudiant ordinaire, qui ne connaît pas très bien le sujet, rencontre pour découvrir la signification correcte. Non seulement il est probable qu'il trouvera bien des sutras difficiles à comprendre à cause de leur brièveté, mais il peut aussi mal comprendre certains d'entre eux et errer de façon désespérée. Nous devons nous rappeler que dans un traité comme les Yoga Sutras, derrière bien des mots, il y a toute une structure de pensée dont le mot n'est qu'un simple symbole.
Pour comprendre la signification réelle des sutras, il faut être parfaitement familiarisé avec cette structure. La difficulté est accrue encore lorsque les mots doivent être traduits dans une autre langue qui ne contienne pas de termes équivalents. Ceux qui ont écrit ces traités étaient des génies, des maîtres de leur sujet et de la langue dont ils se servaient. Il ne pouvait pas y avoir d'erreur dans leur présentation, mais au cours du temps, des changements fondamentaux peuvent quelquefois se produire dans le sens des mots et des schémas de pensée de ceux qui étudient ces traités. Et ce fait introduit des possibilités infinies de contresens, de fausses interprétations de quelques-uns des sutras. Dans des traités de nature purement philosophique ou religieuse, de telles incompréhensions n'auraient peut-être pas tellement d'importance, mais dans un traité hautement technique et pratique comme les Yoga Sutras, elles peuvent amener de grandes complications et même des dangers d'une nature sérieuse. Heureusement pour l'étudiant sérieux, le yoga a toujours été une science vivante en Orient. Il a une succession ininterrompue d'experts vivants qui vérifient continuellement par leur propre expérience les vérités de base de cette science. Cela a non seulement aidé à conserver les traditions de la culture du yoga vivante et pure, mais aussi à maintenir le sens des mots techniques employés dans cette science de façon assez exacte et dans des formes assez claires. Ce n'est que lorsqu'une science s'est complètement séparée de ses applications pratiques qu'elle tend à se perdre dans un fatras de mots qui ont perdu leur signification et leur rapport avec des faits réels. Tandis que la méthode pour présenter un sujet sous forme de sutra est éminemment appropriée à l'étudiant pratique et avancé, on ne peut guère nier qu'elle n'est guère adaptée aux circonstances modernes. Dans le temps jadis, ceux qui étudiaient ces sutras accédaient aisément aux instructeurs, qui élaboraient la connaissance incorporée sous forme condensée, comblaient des vides et donnaient des directives pratiques. Et ces étudiants avaient le loisir de penser, méditer et creuser la signification par eux-mêmes. L'étudiant moderne qui s'intéresse seulement à l'étude théorique de la philosophie yogique et qui ne pratique pas sous la direction d'un instructeur expert, n'a aucune de ces facilités et il lui faut une exposition claire et détaillée pour une compréhension convenable du sujet. Il a besoin d'un commentaire qui, non seulement vise à expliquer le sens évident, mais aussi les significations cachées des mots et des expressions employées. Et cela en termes de concepts qui lui sont déjà familiers et qu'il peut comprendre aisément. Il a besoin qu'on lui présente sa nourriture, non pas sous une forme condensée, mais en grande quantité et, si possible, agréable au goût. Sutra 2. Le yoga et l'inhibition des modifications du mental. C'est là un des sutras les plus importants et les plus connus de ce traité, non parce qu'il traite de quelques principes essentiels ou d'une technique de valeur pratique, mais parce qu'il définit, au moyen de quelques mots, la nature essentielle du yoga. Il y a certains concepts dans toute science qui sont d'une nature de base et qui doivent être compris correctement pour que l'étudiant puisse saisir d'une façon satisfaisante l'ensemble du sujet. Les idées sous-jacentes aux 4 mots de ce sutra sont de cette nature fondamentale et l'étudiant devrait essayer de saisir par l'étude et la réflexion leur signification réelle. La signification de ces mots ne deviendra suffisamment claire que lorsque le livre aura été étudié à fond et que les divers aspects du sujet auront été considérés dans leur rapport réciproque. On pourrait s'attendre à ce que des mots d'une importance aussi fondamentale soient définis d'une façon précise et que de telles définitions soient insérées partout où elles sont utiles. Mais dans le cas du sutra présent, il n'est pas donné de telles définitions et nous pouvons, par conséquent, conclure que l'auteur souhaitait voir l'étudiant acquérir une idée claire de l'importance de ces mots par l'étude du livre entier. Mais, comme il est nécessaire que l'étudiant ne commence pas son étude avec des idées fausses ou confuses, il vaut peut-être la peine de considérer dès le début l'importance des mots et du sutra en général. Commençons par le mot yoga. Il a, en sanskrit, un très grand nombre de sens. Il est dérivé de la racine yug qui signifie joindre. Et l'idée de joindre court tout au long des différentes significations. Quelles sont les 2 choses que l'on cherche à joindre par la pratique du yoga ? Selon les conceptions les plus hautes de la philosophie hindoue dont la science du yoga est une partie intégrante, l'âme humaine ou jivatma est une facette ou expression partielle de la suram ou paramatma, la réalité divine qui est la source ou substratum de l'univers manifesté. Bien que l'essence des 2 soit la même et indivisible, le jivatma est devenu subjectivement séparé de paramatma et est destiné, après avoir traversé un cycle évolutif dans l'univers manifesté, à s'unir de nouveau avec lui, en pleine conscience. Cet état d'unification des 2 dans la conscience, aussi bien que le processus mental et la discipline grâce à laquelle cette union est atteinte, sont tous 2 appelés yoga. Cette conception est formulée de différentes façons dans la philosophie Samkhya,
Mais une analyse serrée de l'idée fondamentale se révélera être essentiellement la même. Nous en venons maintenant au mot chitta. Ce mot est dérivé de chit ou chitti, un des 3 aspects de Paramatma, appelé Sat Chit Ananda dans le Vedanta. Cet aspect est à la base du côté forme de l'univers qui est créé par ce moyen. La réflexion de cet aspect dans l'âme individuelle qui est un microcosme est appelée chitta. Chitta est ainsi l'instrument ou l'élément au moyen duquel le Jivatma matérialise son monde individuel, vit et évolue dans le monde jusqu'à ce qu'il soit devenu parfait et uni avec le Paramatma. Dans son sens large, chitta correspond donc au mental de la psychologie moderne, mais il a une importance plus vaste et un champ de fonctionnement plus étendu. Tandis que chitta peut être considéré comme un élément universel au moyen duquel la conscience fonctionne sur tous les plans de l'univers manifesté, le mental de la psychologie moderne se borne à l'expression de la pensée, de la volition et du sentiment. Nous ne devrions cependant pas faire la faute d'imaginer chitta comme une sorte d'élément matériel qui se moule dans différentes formes, comme lorsque des images mentales de différentes sortes sont produites. Il est fondamentalement de la nature de la conscience qui est immatérielle, quoique affectée par la matière. En fait, on peut l'appeler un produit des deux, conscience et matière, ou purusha et prakriti, la présence des deux étant nécessaire pour son fonctionnement. C'est comme un écran intangible qui permet à la lumière de la conscience d'être projetée dans le monde manifesté. Mais le secret réel de sa nature essentielle est enfoui dans l'origine de l'univers manifesté, et ne peut être connu qu'en atteignant l'illumination. Il est vrai que la théorie de la perception développée dans la section 4 donne quelques indications générales concernant la nature de chitta, mais elle ne dit pas ce qu'est chitta en essence. Le 3e mot que nous avons à considérer dans ce sutra est vritti. Il est dérivé de la racine vrit qui signifie exister. Aussi, vritti est une façon d'exister. En considérant les façons dans lesquelles une chose existe, nous pouvons considérer ses modifications, ses états, ses activités et ses fonctions. Toutes ces connotations sont présentes dans la signification de vritti, mais dans le présent contexte, le mot est mieux traduit par les mots modification ou fonctionnement. Quelquefois, le mot est traduit par transformation. Cela ne semble pas justifié parce que, dans une transformation, on met l'accent sur le changement et non sur la condition. Les transformations de chitta peuvent être arrêtées et il peut cependant rester dans une modification particulière, comme cela se produit dans le Sabijja Samadhi. Comme le but ultime du yoga est l'arrêt de toute modification en Nirbijja Samadhi, on verra que le mot transformation n'exprime pas de façon correcte la signification de vritti. En outre, le mot transformation doit être utilisé pour les 3 parinamas dont il est question dans la première partie de la section 3. Puisque chitta a une existence fonctionnelle et ne vient à l'existence que lorsque la conscience est affectée par la matière, le mot fonctionnement exprime peut-être le mieux possible la signification de vritti dans le présent contexte. Mais le mot modification est aussi employé généralement et plus facilement compris et par conséquent on peut l'admettre. En essayant de comprendre la nature de chitta vritti, nous avons à nous garder de quelques erreurs parfois commises par ceux qui n'ont pas étudié le sujet profondément. La première chose à noter est que chitta vritti n'est pas une vibration. Nous avons vu ci-dessus que chitta n'est pas matériel et par conséquent il ne peut être question de vibration en lui. Les vibrations ne peuvent exister que dans un véhicule et ces vibrations peuvent produire une chitta vritti. Les deux sont différents quoique en relation. Le second point à remarquer dans cette relation, c'est qu'une chitta vritti n'est pas une image mentale, bien qu'elle puisse être associée, et le soit généralement à des images mentales. La quintuple classification de chitta vritti dans le Sutra 5 le montre de façon précise. Les images mentales peuvent être d'innombrables sortes, mais l'auteur a classé les chitta vritti sous 5 têtes de chapitre seulement. Cela montre que les chitta vritti ont un caractère plus fondamental et plus étendu que les simples images mentales auxquelles ils sont associés. Ce n'est pas ici le moment d'entrer dans une discussion détaillée de la nature essentielle des chitta vritti, parce que la question implique la nature essentielle de chitta. Mais si l'étudiant étudie avec soin les 6 sutras du 6 au 11 qui traitent des 5 sortes de vritti, il verra qu'elles sont fondamentalement des états ou types de modifications dans lesquels le mental peut exister. L'auteur a donné 5 types pour les modifications du mental inférieur concrets avec lesquels l'homme ordinaire est familier
et le nombre et la nature de ces différents types sont nécessairement différents dans les régions supérieures de Chitta. Le dernier mot à considérer est Nirodha. Ce mot est dérivé de Nirodham qui signifie restreint, contrôlé, inhibé. Toutes ces significations sont applicables aux différentes étapes du yoga. La restriction est impliquée dans l'état initial, le contrôle dans les étapes plus avancées et l'inhibition ou la complète suppression au dernier stade. Le sujet de Nirodha est traité au chapitre 3, sutra 9, et l'étudiant devrait lire avec soin ce qui est écrit à ce propos. Si l'étudiant a compris la signification des 4 mots de ce sutra, il verra qu'il définit de façon magistrale la nature essentielle du yoga. L'efficacité de la définition réside dans le fait qu'elle couvre toutes les phases du progrès par lequel passe le yogi et toutes les étapes du développement de la conscience qui sont le résultat de ces progrès. Il est également applicable à l'étape de Kriya Yoga dans laquelle il apprend les leçons préliminaires, aux étapes de Dharana et Dhyana dans lesquelles il place son mental sous son contrôle complet, à l'étape de Sabhija Samadhi dans laquelle il doit supprimer les semences, de Sampragnata Samadhi et à l'étape ultime de Nirbija Samadhi dans laquelle il inhibe toute modification de Chitta et passe au-delà du domaine de Prakriti dans le monde de la réalité. La pleine signification de ce sutra peut être comprise seulement lorsque le yoga a été étudié à fond dans tous ses aspects. Aussi est-il inutile d'en dire davantage à ce stade. Sutra 3. Alors l'observateur est établi dans sa nature essentielle et fondamentale. Ce sutra montre d'une façon générale ce qui se produit lorsque toutes les modifications du mental à tous les niveaux ont été complètement inhibées. L'observateur est établi dans son svarupa, ou en d'autres termes, il atteint la soi-réalisation. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'est cet état de soi-réalisation tant que nous sommes impliqués dans le jeu des chittavritti. On ne peut le comprendre profondément que de l'intérieur et on ne peut le saisir que de l'extérieur. Même la compréhension partielle et superficielle que nous pouvons obtenir dans nos limitations présentes au moyen de l'étude et de la réflexion n'est possible qu'après avoir maîtrisé toute la théorie et la technique du yoga esquissée dans ce traité. Les états supérieurs de conscience qui se développent dans l'état de samadhi et auxquels on se réfère dans le chapitre 1, sutra 44 et 45, sont appelés Ritambhara, ou portant une vérité correcte. À leur lumière, le yogi peut savoir la vérité sous-jacente à toute chose dans la manifestation, mais il ne peut savoir de cette façon que la vérité des choses qui font partie du drishyam, le vu, et non de drashta, l'observateur. Pour cela, il lui faut pratiquer Nirbija Samadhi. Sutra 4. En d'autres états, il y a assimilation de l'observateur avec les modifications du mental. Lorsque les chittavritti ne sont pas dans l'état de nirodha et que le drashta n'est pas établi dans son svarupa, il est assimilé avec la vritti particulière qui se trouve occuper le champ de sa conscience à ce moment. Une comparaison aidera peut-être l'étudiant à comprendre cette assimilation de la conscience avec la transformation du mental. Qu'il imagine une lampe électrique allumée, suspendue dans un récipient plein d'eau limpide. Si l'eau est battue violemment par quelques moyens mécaniques, elle créera toutes sortes de motifs dans les 3 dimensions autour de l'ampoule. Ces motifs étant éliminés par la lumière qui vient de cette ampoule et changeant d'un moment à l'autre. Mais qu'en est-il de l'ampoule ? Elle disparaîtra de la vue, toute la lumière qui en vient étant assimilée ou perdue dans l'eau qui l'entoure. Or, imaginons le battage de l'eau ralenti graduellement jusqu'à ce que l'eau devienne parfaitement calme. Comme les motifs tridimensionnels commencent à s'atténuer graduellement, l'ampoule électrique se dessine progressivement à la vue, et lorsque l'eau est complètement au repos, on ne voit plus que l'ampoule électrique. Cette comparaison illustre de façon plutôt grossière à la fois l'assimilation de la conscience de Purusha avec les modifications du mental et son retour à son état propre sans modification lorsque le mental se calme. Le mental peut atteindre le repos, soit au moyen de Paravairagya, développé par Ishvara Pradidhana, soit au moyen de pratique du Samadhi. Le résultat dans les 2 cas est le même, l'illumination et la libération. Ce sutra, comme le précédent, vise à ne répondre que d'une façon générale à la question
Que se produit-il pour le Purusha lorsqu'il n'est pas établi dans son Svarupa? Sa pleine signification ne peut être comprise qu'après l'étude approfondie du livre tout entier et la compréhension correcte des divers aspects du sujet. Sutra 5. Les modifications du mental sont quintuples et sont pénibles ou non pénibles. Après avoir indiqué la nature essentielle de la technique du yoga, l'auteur poursuit en classant les vrittis. Il les classe de deux façons, d'abord par rapport à nos sentiments selon qu'elles sont de caractère pénible, agréable ou neutre, et en second lieu, selon la nature de pratyaya qui se produit dans notre conscience. Considérons d'abord la réaction de ces vrittis sur nos sentiments. Cette réaction, selon Patanjali, est pénible ou non pénible. Pour un étudiant superficiel, cela paraîtra comme une façon plutôt étrange de classer les modifications mentales. Il y a certaines modifications qui sont d'un caractère neutre, c'est-à-dire qui ne produisent dans notre mental ni réaction de plaisir ni réaction de souffrance. Lorsque par exemple nous remarquons un arbre en passant, c'est une simple perception sensorielle qui ne suscite en nous ni sentiment agréable ni sentiment pénible. La grande majorité de nos perceptions sensorielles résultant de la modification du mental ont ce caractère neutre. Elles ont été classées comme non pénibles. Mais il y a d'autres modifications du mental qui suscitent un sentiment agréable ou pénible. Par exemple, lorsque nous goûtons quelque aliment savoureux ou que nous voyons un beau coucher de soleil, que nous respirons une rose, il y a un sentiment précis de plaisir. Par contre, lorsque nous voyons un horrible spectacle, que nous entendons un cri d'angoisse, la transformation qui en résulte pour le mental est nettement pénible. Pourquoi donc Patanjali a-t-il classé toutes ces modifications du mental qui suscitent des sentiments en nous comme pénibles? La raison nous en est donnée au chapitre 2, Sutra 15, en conformité avec la philosophie des kleshas. Il suffira de mentionner ici que selon la théorie des kleshas sur laquelle la philosophie yogique est fondée, toutes les expériences agréables et pénibles sont réellement pénibles pour les gens qui ont développé la faculté de discernement et ne sont pas aveuglés par les illusions de la vie inférieure. C'est notre ignorance causée par ces illusions qui nous fait voir du plaisir dans ces expériences qui sont une source potentielle de douleur et, par conséquent, c'est notre ignorance qui nous fait courir après ces plaisirs. Si nos yeux intérieurs étaient ouverts, nous verrions que la souffrance potentielle cachée dans ces plaisirs est pas seulement lorsque la souffrance est présente sous une forme active. Nous verrions alors qu'il est juste de classer toutes les expériences qui impliquent des sentiments et qui donnent ainsi naissance à raga et dvesha comme pénibles. Cela peut paraître à l'étudiant comme vue plutôt pessimiste de la vie, mais qu'il préserve son jugement jusqu'à l'étude de la philosophie des kleshas dans la section 2. Si toutes les expériences qui impliquent nos sentiments sont douloureuses, il est alors logique de classer les expériences qui restent et qui sont de nature neutre et n'affectent pas nos sentiments, comme non pénibles. On verra par conséquent que la classification première des chitta-vrittis en pénibles et non pénibles n'est pas sans raison et même, du point de vue du yoga, est parfaitement logique et raisonnable. L'autre point de vue pour la classification des chitta-vrittis est la nature du pratyaya dans le chitta. Le motif de cette classification est de montrer que toutes nos expériences dans le domaine du mental consistent en modification mentale et en rien d'autre. Par conséquent, le contrôle et la suppression complète de ces modifications consument complètement notre vie inférieure et conduisent inévitablement à l'aube de la conscience supérieure. Lorsqu'on classe les vrittis ou modifications de cette manière, on dit qu'il y en a 5 sortes ainsi qu'il est montré dans le sutra suivant.